Alors moi, avant de répondre à la question, je vais remercier Joseph, qui est un ami depuis de longues années, de me faire participer à cette interview, de manière à bien expliquer à la française les réponses que vous attendez par rapport aux questions qui sont posées. Les limites de la thérapie tomatiste, c'est un mot limite qui est très important et qui est déterminé par l'approche globale de la thérapie de Tomatis. Tomatis, c'est d'abord un nom, il y a beaucoup d'écrits sur Tomatis, et maintenant il y a une thérapie qui découle de ces travaux. Cette thérapie, en français, on va dire qu'elle a un effet d'ombrelle, c'est-à-dire qu'elle a des retombées dans beaucoup de domaines. Cet effet d'ombrelle donne des limites au niveau du champ d'action, des limites aussi sur le plan des thérapeutes qui ont à pratiquer la thérapie Tomatis. C'est une méthode qui est fantastique dans le sens qu'elle a un impact sur le corps, sur le système nerveux, par les voies auditives, auditivo-sensorielles. L'oreille est chez Tomatis, dans la thérapie de Tomatis, quelque chose de très important que l'on va stimuler. La stimulation que nous allons donner va permettre effectivement d'avoir des actions dans différents domaines. L'importance de la thérapie de Tomatis, c'est de pouvoir parler d'un travail global sur, bien sûr, sur la fonction d'audition, qui est purement une fonction, et cette faculté d'écoute qui s'éveille dans le ventre maternel, dès le départ de la vie. Et ce travail a une action directe sur des retards, des blocages, des pathologies. Dans les retards, ça peut être les retards de développement liés à des accidents de grossesse, des naissances difficiles, des hospitalismes, c'est-à-dire des enfants qui sont séparés de la maman à la naissance pour différents problèmes. La thérapie va réactiver cette fonction. Ne jamais oublier que la fonction d'écoute dépend d'une relation première qui va déterminer notre communication avec notre propre mère. Donc, dans la thérapie de Tomatis, on va utiliser cette voix maternelle. On va l'utiliser d'une façon à ce que l'enfant ou la personne qui va écouter cette voix ne comprenne pas au niveau des fréquences, au niveau de la voix, ne l'entende pas comme si elle l'entendait tous les jours, mais d'une manière différente qui va agir sur le désir d'écouter. Ce désir, c'est un éveil. La stimulation apportée par la thérapie de Tomatis permet donc d'envoyer au cerveau beaucoup de stimulation. On compte aujourd'hui 100 milliards de neurones à peu près. Quand j'ai commencé mes études, c'était 10 milliards de neurones. Donc il y a des fonctions maintenant qu'on est capable d'éveiller grâce à cette thérapie. Pour la thérapie, il y a des outils, il y a une méthodologie, il y a une prise en charge. Quand on parle de limites, il est certain que si on veut aborder la clinique ou la thérapie, il faut être capable d'avoir suffisamment de connaissances pour aborder ce genre d'approche. Mais la pédagogie peut s'en trouver aidée. Les pédagogues pourraient comprendre au travers de la thérapie de Tomatis toute l'aide qui peut leur être apportée en éveillant l'écoute des enfants. Le psychologue, dans sa clinique, les psychothérapies, tout le monde ne peut pas aborder une psychothérapie verbale. La thérapie de Tomatis va pouvoir activer le désir de parler chez la personne qui est bloquée. Les dégénérescences cérébrales. Vous avez ici un cerveau, et quand on regarde comment fonctionne le cerveau, on ignore encore beaucoup de ces possibilités. Eh bien, l'action maintenant, obtenue grâce aux recherches, grâce aux travaux qui sont effectués, à la méthode, à la méthodologie des recherches, permet de penser qu'il y a un avenir dans la thérapie de Tomatis, mais comme disait Joseph tout à l'heure, nous parlons plus du terme d'audiopsychophonologie, et plus exactement d'audiopsychophonologie évolutive. C'est le terme scientifique qui raccorde les trois éléments audio, psycho et langage qui fonctionnent ensemble. Et toute la thérapie de l'audiopsychophonologie évolutive, qui décline vers la thérapie de Tomatis, c'est d'utiliser un outil qui est le brain activateur, qui est un outil dont on vous parlera peut-être tout à l'heure, mais
qui est très important dans la thérapie automatiste et qui est unique dans l'audio-psychophonologie évolutive. Alors maintenant, il est certain qu'il ne faut pas penser que la thérapie automatiste fait tout. Ça serait ambitieux, mais elle est à un carrefour très important qui doit intéresser le monde médical d'aujourd'hui. Elle n'est plus empirique, elle est scientifique. Il y a déjà eu des publications qui ont prouvé l'effet scientifique de la thérapie sur des cerveaux lésés. C'est un avenir pour les enfants qui ont des retards de développement, des troubles psychologiques graves comme l'autisme. C'est un avenir également pour les personnes âgées vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, vis-à-vis de Parkinson, vis-à-vis d'accidents cérébraux, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que le fil conducteur, ce qu'a pu amener Tomatis sur le plan des connaissances actuelles, c'est de dire que l'oreille touche à tout. L'oreille est un centre très important, nerveux, qui va toucher sur le corps, sur les muscles, sur les yeux, sur le mental et sur le cerveau. Monsieur Fromenteau, est-ce que la thérapie de Tomatis peut remplacer la psychanalyse? Quand on aborde le terme de psychanalyse, vous savez qu'il y a plusieurs écoles de psychanalyse et que la psychanalyse, par principe, refuse tout outil, c'est-à-dire un outil extérieur que le travail du transfert avec le thérapeute. Donc, elle ne va pas remplacer la psychanalyse. Elle va permettre à quelqu'un qui est en psychanalyse de pouvoir revivre des situations qu'il va comprendre avec un accompagnement du thérapeute très important, qui ne va pas remplacer le psychanalyste, mais qui va lui apporter au sujet qui suit les séances d'écoute des réponses sur des phénomènes anciens, qui va lui permettre de relativiser. C'est-à-dire que si le problème est comme ça, il va à un moment donné devenir comme ça. Donc à partir de là, la personne peut avancer. Tout notre travail, c'est plutôt de convaincre les psychanalystes qu'on peut être complémentaire avec eux. Ça, c'est un travail d'approche qui a changé depuis ces années, parce que maintenant c'est possible. Car tout le monde ne peut pas aborder une psychanalyse ou une psychothérapie. Quelqu'un qui est fermé sur le plan de l'écoute, a fermé son champ conscient, n'écoute plus, vit dans son monde, ne peut pas exprimer, ne peut pas parler. Donc s'il reste avec un thérapeute et qu'il ne peut pas, en psychothérapie il y a des échanges, en psychanalyse il y a le divan. Et si la personne ne peut pas exprimer son vécu, ça va être très difficile. C'est là que la thérapie de Tomatis est très 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 utile. J'ai moi-même eu des psychanalystes qui ont travaillé avec moi, avec de très très bons résultats. Mais chacun doit rester à sa place. Mais ça ne le remplace pas. Est-ce que la thérapie peut être comprise comme une thérapie pouvant agir sur les traumatismes psychologiques? Je pense que oui. C'est une thérapie qui est vraiment très très utile dans les traumatismes psychologiques profonds qui ont entraîné des blocages où la mémoire est imprimée. Nous sommes mémoire en totalité, depuis la conception jusqu'à maintenant. On enregistre tous les phénomènes, agréables et désagréables. Encore une fois, la thérapie de Tomatis, grâce à l'action technique ou l'action psycho-émotionnelle à l'aide des sons filtrés qu'utilise la thérapie, permet d'avoir une action sur des traumatismes profonds qui vont petit à petit ressortir. Comment peut-on voir dans la thérapie des traumatismes profonds? Il y a une action qui est très utile dans la thérapie, c'est le dessin. Le dessin, de faire dessiner quelqu'un sans lui demander de faire un thème particulier, mais quelque chose qui va exprimer de lui-même, permet très bien de voir dans la thérapie de Tomatis les blocages profonds qui apparaissent avec le dessin, avec les formes, avec les couleurs. Et petit à petit, les dessins changent, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Mais il n'y a pas d'âge pour aider quelqu'un qui a un traumatisme psycho-affectif. Traumatisme psycho-affectif, il est en rapport bien souvent avec un trouble de la relation dans l'enfance, dans la petite enfance ou même avant la naissance. Je dirais que dans cette approche, on va agir sur la cause et non pas sur le symptôme. Et c'est ça la grande différence de
qui fait que la thérapie traumatisme peut aller peut-être un peu plus vite dans les traumatismes profonds. Mais un traumatisme profond, psychologique, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et on ne peut pas aller plus vite que le cerveau de la personne. Mais c'est une action extraordinaire pour les traumatismes profonds. Ça, c'est certain. Eh bien, est-ce que la thérapie peut être considérée aussi comme dangereuse, peut-être? Alors, le terme dangereux me fait peur. Un peu, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la thérapie de traumatisme? C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Je crois que si on considère que le brain activateur, l'outil, parce que la thérapie de traumatisme, à la différence d'autres approches psychologiques ou psychothérapeutiques, a besoin d'un outil qui est le brain activator. Le brain activator, pour moi, n'est pas un outil dangereux. Je ne parle pas de conditionnement. Je n'aime pas le terme de conditionnement. Je pense que si on parle de conditionnement dans la thérapie de traumatisme, on doit utiliser le seul terme, c'est un conditionnement libérateur. Ça, c'est un terme qui sonne bien et qui convient tout à fait à la thérapie, au système de la thérapie qui a besoin d'un outil qui va agir sur les muscles de l'oreille moyenne, sur le système nerveux, sur le corps. Mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux en soi. Je n'ai jamais vu en 40 ans de travail des personnes qui ont été abîmées par la thérapie. On peut réagir à une thérapie comme on va réagir à l'homéopathie, comme on va réagir à la psychanalyse ou à la première séance de psychothérapie. Mais est-ce que c'est dangereux? Ça, c'est un discours des gens qui veulent que systématiquement cette thérapie soit nuisible, et puis comme ils veulent que soit nuisible d'autres thérapies alternatives, etc., etc. Le conducteur, le chef d'orchestre, c'est le thérapeute. C'est lui qui doit donner confiance, c'est lui qui doit rassurer, mais ça ne peut pas être dangereux. Au sens, ça ne rend pas les gens sourds. Pendant des années, on a cru que je ne soignais que les enfants sourds, que le traumatisme, c'était pour les sourds et les chanteurs. La thérapie de traumatisme, c'est bien autre chose. Mais ce n'est pas dangereux comme dans le sens de la question. Monsieur Fromenteau, est-ce que la thérapie de traumatisme peut avoir aussi un agissement négatif sur les personnes fragiles, voire manipulateurs? C'est une très bonne question qui revient souvent, parce qu'on parle encore une fois on compare peut-être notre action, notre travail à un conditionnement qui peut être dangereux. Encore une fois, j'ai dit que c'était pas dangereux, mais dans les limites de la thérapie, je crois que tout thérapeute consciencieux peut savoir ce qu'il va faire avec la personne qu'il a en face de lui, que ça soit pour nous, que ce soit pour un autre thérapeute. Donc ça, les limites sont surtout du côté du thérapeute. Le danger peut venir si la personne pense que vous lui parlez un langage qui l'amène à penser que vous allez tout faire pour elle et qu'elle n'a qu'à se laisser faire. Donc là, c'est dans des personnalités fragiles psychologiquement, c'est le but aussi des entretiens que nous donnons avant, être capable de cerner si la personne va pouvoir venir au niveau de la thérapie. Je parlerai des souvenirs que j'ai eus en psychiatrie, puisque j'ai travaillé dans les hôpitaux, et là, il y a des personnes auxquelles la méthode n'est pas dangereuse, mais elle n'est pas conseillée pour ces personnes-là, c'est-à-dire des grandes pathologies psychiatriques. On peut, dans certains cas, amener un certain degré de dangerosité, c'est-à-dire peut-être parce qu'on va amener chez cette personne une activation sur le plan des zones cérébrales qui vont entraîner un état d'excitation. Alors, dans un hôpital, il n'y a aucun risque dans une structure fermée, dans une clinique, un médecin psychiatre ou un thérapeute dans un système protégé peut utiliser la thérapie de traumatisme. Mais en ambulatoire, c'est-à-dire à l'extérieur, il faut être très très prudent, et des personnes fragiles peuvent avoir des réactions très très difficiles, très délicates, et qu'on n'est pas capable d'assurer en traitement ambulatoire, mais c'est pas un conditionnement. Un conditionnement, bien sûr, on entend tous que les courbes
d'écoute peuvent être modifiées, etc. Mais là, il ne faut pas rentrer dans le scénario du cinéma. Je crois qu'il faut rester sérieux. Parce que dès que vous parlez avec quelqu'un, vous le conditionnez. Oui. C'est un peu ça. Voilà. Merci. Et avec quel problème avons-nous le plus de réussite avec la méthode, avec la thérapie? Ça, c'est aussi une grande question, parce que quels sont dans les champs d'application là où on a le plus de résultats. Je crois qu'il y a des résultats dans tous les domaines, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Encore une fois, il faut savoir bien expliquer l'intervention, comment elle va se faire, ce qu'elle va apporter, de quelle manière, combien de temps ça va durer. Mais les résultats peuvent être immédiats. Mais je crois que la réponse la plus juste serait de dire, plus les enfants sont jeunes, c'est-à-dire que si on intervient même sur des enfants prématurés, il y aurait un gros travail à faire de l'information et peut-être de la formation dans les services des hôpitaux pour dire que la thérapie d'automatisme est aujourd'hui capable d'intervenir sur des enfants qui sont dans des incubateurs. Être dans un incubateur, c'est d'être en permanence sous la lumière des lampes, 24 heures sur 24, il y a beaucoup de bruit autour. Donc, aider ces enfants qui sont traumatisés déjà par une naissance difficile, par la thérapie d'automatisme, en leur permettant de pouvoir entendre la voix maternelle comme ils entendaient, ou du moins se rapprocher le plus possible de ces sons intra-utérins, permet déjà de les sauver. Donc, si la thérapie est considérée comme quelque chose d'efficace, eh bien, je crois que les enfants, si on les a très jeunes, que ce soit pour des enfants qui ont des retards de développement ou des retards scolaires, si on intervient avant 12 ans, moi je crois qu'on a des résultats très rapides. Et c'est là où actuellement on peut dire que les résultats sont visibles, mais chez les adultes aussi. Et encore une fois, dans des dégénérescences cérébrales, dans des dépressions importantes, burn-out, etc., il y a des résultats très très rapides. Et est-ce que dans la thérapie d'automatisme, l'implication de la personne, c'est-à-dire confiante et convaincue, par la thérapie n'influe pas les résultats? Là aussi, il est évident que si on va chez un médecin en n'ayant pas confiance en lui, on va douter de son diagnostic et de son traitement. Donc c'est exactement la même chose. Je pense que, en ce qui me concerne, je fais très attention aux personnes qui viennent demander une aide. Est-ce que c'est une aide avec un problème dont ils ont conscience, ou est-ce qu'ils attendent de moi que j'arrive à les convaincre par cette thérapie qu'ils n'auront plus besoin d'autre chose et finalement les amener à, je dirais, se laisser faire simplement en pensant que la thérapie est quelque chose qui, si on est convaincu, va donner des résultats. C'est évident que même quand on fait un test d'écoute, si la personne se met dans une certaine posture, comme on peut le voir, pour avoir un meilleur test, je pense que les résultats peuvent changer, mais sont très minimes. Donc là, si la personne vient en confiance et sait ce que l'on va faire, il est certain que les résultats seront meilleurs. L'exemple que je peux donner, dans la thérapie, par exemple, pour l'intégration, la préparation de l'oreille et l'apprentissage des langues, j'ai fait ça pendant très longtemps, maintenant je ne le fais plus, mais à l'époque, quand nous avions des personnes qui venaient envoyées par leur entreprise, c'est-à-dire n'étaient pas convaincus du bienfait des séances pour entendre mieux la langue, mais venaient parce que l'entreprise leur payait le stage, ces gens-là n'étaient pas convaincus, et les résultats étaient moyens. Mais à l'inverse, quand vous soignez des enfants ou des adultes dans des milieux hospitaliers, on leur demande pas de choisir un traitement, ils subissent. Donc, vous avez des enfants ou des adultes dans ces systèmes-là, vous les aidez quand même s'ils ne sont pas participants. C'est même dans les écoles. Les enfants vont avoir un programme d'écoute pour éveiller leur écoute, leur concentration et les aider. Eh bien, ils ne sont pas toujours partants, ils ne sont pas toujours volontaires. Ils font ce que l'adulte va leur dicter. Et dans des groupes,
les résultats sont aussi très positifs. Donc ça, c'est une question, je dirais, à deux volets. C'est-à-dire, le premier volet, c'est ça marche chez vous parce que la personne est convaincue. Et l'autre volet, c'est de dire que l'approche que vous avez, vous conditionnez les gens par rapport psychologiquement à adhérer à ce que vous allez faire. Donc ça, on rentre encore dans le conditionnement. Là, je ne suis pas d'accord dans ce sens. Mais je crois que ça fonctionne peut-être quand la personne est demandeuse de quelque chose, d'aide, n'importe quelle thérapie va avoir une implication positive.